Alors, je prends les armes. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour les gens de Québec également. Je vais avoir le défi de vous entretenir sur la collaboration avec les parents. Comme dernière présentation, après le repas, je ne vous ferai pas bouger comme on l'a fait tout à l'heure, mais je vais vous faire bouger dans votre cerveau, dans votre tête, alors en espérant que ce soit assez actif pour vous tenir éveillé. Alors, la collaboration avec les parents, c'est un sujet quand même qui fait couler beaucoup d'encre parce que ça concerne beaucoup de gens. Parce qu'on soit intervenant de toutes sortes, enseignants ou autres, nous sommes aussi très souvent parents pour la plupart, alors nous sommes concernés d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais vous entretenir dans un premier temps, je vais situer le contexte des relations école-famille-communauté très brièvement. Ensuite, je vais plutôt aborder la question des enjeux et des types de collaboration ou d'implication des parents pour passer aux défis ou à certains défis et stratégies qui peuvent concerner la collaboration ou l'implication, encore une fois. Donc, pourquoi les relations école-famille-communauté? Bien, tout d'abord, parce que c'est une thématique plus large. Lorsqu'on parle de relations entre ces instances ou les personnes qui en font partie, bien, chaque personne est située dans un contexte, vit diverses réalités. Alors, c'est difficile d'avoir une compréhension ou des attentes communes parce que nous sommes tellement différents. C'est une situation et ce sont des contextes hétérogènes. Alors, dès lors, il y a des chances qu'on ne s'entende pas, qu'on n'ait pas les mêmes définitions, les mêmes attentes, les mêmes compréhensions. Alors, seulement le fait d'avoir ça en tête, ça nous amène à rester ouverts, à rester à l'affût pour se dire que nous, notre perception, nos attentes, notre compréhension de ce que peuvent être les relations avec les parents, avec la communauté, peu importe avec qui on travaille. Donc, il y a un risque que ce soit plus facile ou plus difficile, selon nos attentes, selon notre vécu. Donc, les interprétations sont multiples, et dès qu'on a ça en tête, ça veut dire qu'on va tenter de voir comment on peut s'y adapter. Alors, plusieurs concepts sont évoqués. Depuis le matin, j'ai entendu passablement tous les concepts que vous allez voir. Alors, lorsqu'on parle de relations école-famille-communauté, très souvent, on parle d'engagement, d'implication, de coopération, de collaboration, de consultation. Hein, vous les avez peut-être lus ou entendus depuis ce matin. De participation, coordination, concertation, etc. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On pourrait passer de longues heures juste à tenter de s'entendre. Moi, pour ma part, j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que je croyais dans certains colloques avec des chercheurs du Québec et même à l'extérieur du Québec sur le thème qu'après 2 jours de temps, de voir qu'on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à un consensus. Alors, j'ai juste compris qu'il faut d'abord bien définir ce qu'on entend par les différents thèmes et ensuite pour que l'autre puisse nous comprendre parce que sinon, on n'y arrive à peu près pas. Certains vont utiliser les mêmes termes comme des synonymes, alors que d'autres vont les opposer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de définition possible, mais ça veut dire qu'il y a des définitions possibles. Alors, ça aussi, il faut garder ça en tête. Lorsqu'on lit des documents, des textes scientifiques, gouvernementaux ou autres, ces concepts sont utilisés, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Peut-être pas la même chose que ce qu'on y croit au premier abord. Alors, c'est une réalité complexe, la collaboration avec les parents. Et dès qu'on parle de collaboration avec les parents, très souvent derrière, il y a l'implication. Parce que si on collabore avec les parents, ultimement, on veut aussi qu'ils soient impliqués d'une façon ou d'une autre. Alors, quand même, pour qu'on puisse s'entendre brièvement aujourd'hui sur les concepts de base, sur la collaboration, alors je me suis rabattu sur le dictionnaire, ce bon vieux, cet outil qu'on devrait utiliser très souvent à la base. Alors, la collaboration, une définition qu'on en donne, c'est l'action de travailler en commun. Alors, c'est une définition que je dirais générique. Et à partir du moment qu'on travaille avec quelqu'un, dans un contexte quelconque, bien, il y a une forme de collaboration qui peut s'établir. Mais comme je vous l'ai dit, dès qu'on parle aussi de collaboration, il y a la question d'implication. Donc, collaborer, c'est aussi d'impliquer la personne ou des personnes. C'est aussi le fait de s'engager ou d'engager quelqu'un. Vous pouvez vous demander pourquoi la petite image du couple à droite. Bien, c'est parce que c'est un peu, pour faire le parallèle, la collaboration avec les parents, c'est un peu comme un couple. Il s'agit de relations interpersonnelles d'abord. Et dans un couple, bien, on veut collaborer. Ici, je vous posais la question, si vous trouvez que votre conjoint collabore à faire le ménage, la vaisselle, les repas, bien, peut-être que sa définition de collaborer n'est pas la même que la vôtre. Ça se peut que ce soit l'inverse aussi. Mais comme je m'adresse plutôt à des femmes, j'ai opté pour cette définition aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que, de toute façon, c'est de participer à une action, à quelque chose, à réaliser une activité ensemble. C'est travailler à quelque chose. Donc, partant de là, vous voyez qu'il y a beaucoup de façons de collaborer ou de s'impliquer et que ça peut prendre différentes formes. Alors, on s'entend d'abord sur le sens des mots. Alors, on peut poursuivre sur des enjeux.
Alors, une première question. Selon vous, la collaboration école-famille-communauté et l'implication parentale influencent positivement quels aspects chez les élèves? Alors, les résultats scolaires, le sentiment de bien-être de l'élève, l'assiduité, les habiletés autorégulatrices, les aspirations scolaires. Alors, ça se stabilise, on regarde. Le sentiment de bien-être. Alors, 53% des personnes peuvent avoir raison. La bonne réponse? C'est un piège, vous allez dire. Hein? C'est peut-être pourquoi que ça a pris un peu de temps avant de répondre, laquelle on choisit. En fait, c'est qu'il faut nuancer par contre. Ça peut être toutes ces réponses, mais selon le contexte, selon l'âge de l'enfant, selon le type d'implication. Alors, comme il y a un ensemble de variables très grand à prendre en compte, selon quand on regarde les résultats de recherche, chaque recherche a parfois des variables qu'un prend en compte, l'autre ne le prend pas. Alors, comment faire pour savoir exactement qu'est-ce que ça peut favoriser ou au contraire, parfois ça peut nuire de la façon qu'on s'implique ou qu'on ne s'implique pas encore là. Alors, tout ça peut y contribuer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir du moment qu'on regarde dans différentes recherches qu'est-ce qu'on favorise ou qu'est-ce qu'on sollicite ou comment on sollicite l'implication des parents, il faut regarder à qui on s'adresse. Donc, des enfants du préscolaire, du primaire, du secondaire, c'est évidemment pas le même type d'attente qu'on devrait avoir. Un parent qui s'implique d'une façon au primaire, par exemple, que son comportement est adéquat, que l'enfant réussit bien, si le parent maintient le même comportement avec son enfant au secondaire, ça se peut que ça ne soit plus approprié. Alors, il y a donc une évolution aussi à cet égard. Donc, il faut faire attention, quelles variables sont prises en compte. Mais une fois qu'on a dit cela, la question qui vient en tête, c'est oui, mais pourquoi les parents s'impliquent-ils? Alors, il peut y avoir différentes raisons. Et souvent, ce qu'on voit, bien, c'est multiple, hein? Il y a rarement une seule raison. Bon, on s'implique parce qu'on veut favoriser le développement de son enfant, on veut l'aider à s'adapter au plan scolaire ou social, on veut très souvent, à tout le moins, favoriser sa réussite scolaire. Mais il y a aussi d'autres objectifs qui sont peut-être moins liés au scolaire directement, c'est on veut qu'il devienne un citoyen qui fonctionne bien dans la société ultérieurement, ultimement, plus tard, comme adulte. Et il y a tous les autres objectifs qu'il peut y avoir derrière, selon le contexte de chaque enfant, de chaque famille. Et pour chaque objectif, si on peut dire que le parent se donne ou que la famille se donne, il peut y avoir des types d'implications différents dans la famille, à l'école ou dans la communauté. Alors, tout ça va faire que ça va amener des pratiques très variées qui vont faire que les parents vont s'impliquer de différentes façons selon leur objectif et comment ils croient qu'ils peuvent atteindre ces objectifs. Alors, dès lors aussi, on se pose la question, mais alors, quelles sont les attentes des parents? Parce que si on comprend leurs attentes, ça peut nous aider aussi à comprendre pourquoi ils s'impliquent ou ne s'impliquent pas de telle façon. Alors, très souvent, c'est lié au plan des valeurs et de la culture, des croyances, ça va influencer leurs attentes. Alors, d'une façon générale, on peut dire que les parents souhaitent que les enseignants aiment leurs enfants, s'occupent d'eux, leur offrent un environnement qui est sain, qui est stimulant, qui leur permet d'apprendre, de faire des apprentissages. Ils souhaitent aussi que les enseignants répondent aux attentes, aux besoins de leurs enfants, mais aussi à leurs besoins de parents, de savoir comment ça se passe avec leurs enfants. Plus spécifiquement, quand on regarde qu'est-ce que les parents s'attendent ou souhaitent, c'est surtout d'être rassurés. Ils veulent être rassurés du comportement. Deux choses principalement, le comportement et les apprentissages. Lorsqu'on leur pose la question sur les deux items les plus importants pour eux, ils veulent savoir est-ce que mon enfant se comporte bien et est-ce qu'il réussit, est-ce qu'il apprend. Mais en même temps, derrière ça, il y a souvent la question comment je peux l'aider, mon enfant? Comment vous pouvez m'aider à savoir comment l'encadrer à la maison, quoi faire, quoi ne pas faire? Alors, vous voyez qu'encore là, les pratiques sont très variées. Les enseignants ont aussi des attentes différentes et variées envers les parents. Certains vont dire de seulement superviser, d'autres s'attendent à ce que les parents fassent plus que de la supervision, mais aident leur enfant, voire expliquent. D'autres disent non, surtout n'expliquez pas, vous risquez peut-être de nuire à sa compréhension. Alors, on peut penser que ça peut être difficile parfois pour le parent de s'y retrouver, d'autant plus que d'une année à l'autre, d'un enseignant à l'autre, les attentes peuvent être vraiment incohérentes parfois ou pas en continuité. Et on peut penser que les attentes peuvent être similaires selon d'autres catégories d'intervenants auprès des enfants. Les attentes des parents et celles de leurs interlocuteurs orientent les discussions. Alors, c'est sûr qu'à partir de leurs attentes, ils vont poser des questions, ils vont agir de certaines façons. Alors, vous voyez que c'est important, comme intervenant, de poser des questions, d'essayer de comprendre qu'est-ce que veulent ces parents, qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils perçoivent la situation.
Et aussi, bien, la qualité de la collaboration va en être influencée parce que selon comment ils perçoivent leur rôle, comment ils perçoivent ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne sont pas capables de faire, comment ils s'impliquent lors des rencontres ou qu'ils participent aux rencontres, ça va aussi, comment je dirais, influencer la relation, voire même du parent avec l'intervenant. Une relation qui peut être très positive ou parfois plutôt difficile. Alors, est-ce qu'on prend le temps de clarifier les attentes et les objectifs? Rarement non, parce qu'on manque de temps. Par exemple, dans le début d'année, les enseignants, lors de l'Assemblée générale, vont aller rapidement pour expliquer leur programme, les sorties, etc. Mais rarement, on va vraiment prendre le temps de demander ou de poser la question aux parents, quelles sont vos attentes envers moi? Et nous, comme enseignants ou intervenants, de dire quelles sont nos attentes pour qu'on se rende compte, est-ce que c'est compatible? Peut-être que dès le départ, on se rendrait compte qu'il y en a qui vont être déçus et qu'on pourrait clarifier ou réajuster le tir. En même temps, une fois que tout est lancé, on se dit, bon, le parent doit s'impliquer. Mais comment doit-il s'impliquer ou comment peut-il s'impliquer? Alors, on parle ici de type d'implication des parents. Alors, au fil des ans, lorsqu'on parle de la relation de collaboration, école-famille ou école-famille-communauté, on peut se situer dans plusieurs contextes, bien sûr, l'implication parentale, on se rend compte qu'elle peut prendre plusieurs formes et qu'elle va varier, entre autres, selon le degré d'engagement, de relation, de consensus, de partage de pouvoir. Parce que l'intervenant, qui est l'expert, entre guillemets, si on peut dire, va parfois davantage laisser de la place aux parents, donc va leur laisser la place pour prendre des décisions, va partager de l'information, etc. Ils vont jouer un rôle ils vont être coéducateurs, parents et enseignants ou intervenants vont être des coéducateurs, mais est-ce que la place est égale? Pas nécessairement. Donc, on peut se rendre compte que comment on laisse de la place ou pas aux parents, selon ces différentes variables, va aussi influencer l'implication des parents. Alors, une autre question, quelles sont les deux formes de collaboration, selon vous, qui sont les plus valorisées quand on regarde la documentation autant gouvernementale, professionnelle ou scientifique, en éducation? Dans d'autres domaines, je ne sais pas, mais en éducation. Alors, est-ce que c'est la cogestion et la fusion? Est-ce que c'est l'information et la consultation, la coopération et le partenariat, ou la coordination et la concertation? Alors, allons-y. La coopération et le partenariat. Vous devez lire les mêmes textes que moi. Cependant, alors, comment j'ai fait pour arriver à cette réponse? C'est à la suite d'une analyse lexicométrique, après avoir répertorié un ensemble de textes sur le sujet de la collaboration en général, et d'avoir fait donc une analyse à partir des fréquences d'apparition des mots. Et j'ai constaté que, autant dans les publications gouvernementales, professionnelles ou scientifiques, vraiment, on parlait le plus souvent de coopération, mais encore plus de partenariat. Les autres termes sont moins fréquemment utilisés. Cependant, et c'est ce qui est valorisé vraiment, on parle, et on l'a vu depuis ce matin, on l'a entendu, on veut travailler en partenariat, où les parents sont des partenaires, on veut coopérer, collaborer, etc. La concertation est plus utilisée comme il y a l'étape de concertation, mais on en parle moins avec les parents. Mais tout ça nous dit, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on n'intervient pas de la même façon selon ces différents types? Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors moi, à partir de Landry, de sa typologie, je m'en suis inspiré. Elle n'était pas en lien avec le domaine de l'éducation. Moi, je l'ai adaptée et j'ai établi 4 niveaux. Alors, le premier niveau de base, c'est la consultation et l'information. C'est ce que toutes les écoles font à la base, parce qu'on informe les parents. Les parents aussi donnent de l'information à l'école. L'école consulte les parents. C'est même prévu dans la loi sur l'instruction publique, périodiquement. Il y en a qui le font plus que d'autres, mais ça se fait. La concertation et la coordination aussi. On veut s'entendre pour mieux se coordonner, pour atteindre des buts, des objectifs. Par exemple, lors d'une sortie scolaire, on doit se coordonner pour savoir ce que l'enfant apporte ou n'apporte pas, à quelle heure on part, etc. Donc, c'est un niveau 2 qui nécessite un peu plus de relations, d'engagement, de consensus, de partage de pouvoir et de coéducation. Vous voyez donc dans la partie de gauche. Mais lorsqu'on arrive à la coopération et au partenariat, c'est beaucoup plus engageant, justement, c'est plus demandant. On doit reconnaître l'expertise du parent. On doit agir un peu comme des acteurs qui sont complémentaires. Alors, c'est plus exigeant et c'est rare qu'on y arrive ou c'est difficile d'y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais c'est beaucoup plus difficile et c'est peut-être pas nécessaire non plus. Mais ça vient juste nous dire que lorsqu'on parle de coopération, de partenariat, bien, on n'est pas nécessairement toujours dans ce type de relation avec les parents. Et selon le type d'activité, comme je vous dis, c'est peut-être pas nécessaire. Donc, peut-être pour certains, on pourrait dire que c'est un idéal à atteindre. Fusion, cogestion, j'en parle pas trop. C'est que le modèle de Landry, qui était plus dans le milieu du monde du travail, parlait par exemple de la cogestion, plan administratif ou de la fusion lorsque ça forme une seule entité. Mais dans le milieu scolaire, on le voit moins. Sinon, peut-être dans les écoles alternatives où les parents sont plus impliqués dans la cogestion, si on pourrait dire.
Diverses formes d'implication parentale. Alors, Epstein propose une typologie qui met en évidence des différents types d'implications dans trois milieux, à la maison, à l'école ou dans la communauté. Alors, le premier type, les rôles parentaux, c'est tout ce qu'on peut faire pour aider les parents dans l'exercice de leurs rôles parentaux, les aider à développer leurs compétences. Lorsqu'on fait, par exemple, on présente une conférence sur une thématique, c'est une façon de les aider à s'informer ou à se former pour être de meilleurs parents, pour mieux jouer leur rôle. La communication, c'est un autre type. Hein? La communication, c'est omniprésent aussi. Elle doit être le plus possible bidirectionnelle. Ça veut dire que de l'école vers la famille et de la famille vers l'école. Mais encore là, c'est assez incontournable. Il y a aussi comme type d'implication le bénévolat. Alors, les parents sont très actifs dans les écoles. Évidemment, pas tous les parents, et on ne voudrait pas que tous les parents s'impliquent dans l'école. On manquerait de tâches ou de place. Mais quand même, il y a des parents qui font du bénévolat à l'école. Il y en a qui en font même à la maison pour l'école. Mais c'est une autre façon de les impliquer. Ce qui concerne le plus les parents, et ce que les parents nous mentionnent au premier rang de leur rôle, c'est les apprentissages à la maison, particulièrement les devoirs et les leçons, qui occupent une place importante. Et là, il y a toute la difficulté du travail-famille, la conciliation travail-famille qu'on a mentionné plus tôt ce matin. Le cinquième type, c'est les prises de décision. Alors, on peut penser dans le milieu scolaire, le conseil d'établissement, les parents qui y participent, mais tout autre comité où les parents ont droit de regard, ont droit d'influencer ou de décider. Et finalement, Epstein accorde une place à la communauté, mais qui est plutôt générale, donc toute la collaboration avec la communauté, mais là, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités, mais elle n'est pas très explicite à cet égard. Alors, toutes les collaborations que le parent fait dans la communauté, l'utilisation des ressources, ça fait partie des exemples du type d'implication possible. Passons maintenant aux défis. On sait un peu plus comment on peut s'impliquer et comment les relations peuvent prendre forme, différents niveaux, on a vu. Alors, ça pose des défis, bien sûr. Alors, je vous pose une première question. Il existe de nombreux obstacles à la collaboration école-famille-communauté et à l'implication parentale. Quel est le principal motif évoqué par les parents pour expliquer leur faible collaboration ou implication? Donc, d'une façon générale, quel serait le principal motif? Alors, on va y aller. Alors, G, le manque de temps. Vous tombez pile. Effectivement. Les autres motifs sont bons aussi. Ce sont un ensemble de motifs que j'ai pu répertorier dans plusieurs recherches où j'ai consulté les parents. Et vous savez, lorsque je pose la même question aux enseignants, bien, c'est le même motif qui revient en premier point, le manque de temps. Alors, vous voyez que si les enseignants manquent de temps et que les parents manquent de temps, bien, on peut comprendre pourquoi c'est si difficile parfois de collaborer ou d'arriver à se rencontrer. Et je suis assez convaincu que si je posais la question à d'autres types d'intervenants, évidemment, le temps, c'est une denrée rare et c'est une problématique. Mais les autres aspects aussi sont à prendre en compte. Donc, il existe de nombreux obstacles, manque de temps, manque de formation aussi, qu'on entend très souvent, surtout des intervenants, qui se disent je n'ai pas été formé pour travailler avec les parents, alors comment faire? Je n'ai pas les compétences, ça me fait peur, etc. Alors, est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Alors, plutôt que de chercher à qui la faute, je dirais qu'il faudrait plutôt tenter de trouver des solutions ou des stratégies, des moyens pour pouvoir y arriver, en fin de compte, parce que tant qu'on cherche des coupables, ça n'avance pas tellement. Mais il faut penser une chose aussi, c'est que tant les parents que les intervenants, les enseignants et autres, ne sont pas des groupes homogènes. Trop souvent, on intervient ou on a des attentes, des exigences, comme si tout le monde était pareil, alors que tout le monde est assez différent. C'est pourquoi, quand on est dans la collaboration école-famille communauté, on doit penser aux relations d'abord. C'est une question de relations interpersonnelles. Et chacun a ses contraintes. Et on l'a illustré dans d'autres diapos ce matin, que oui, l'enfant qui est à l'école a son contexte et ses préoccupations. Les parents, c'est la même chose, et l'enseignant aussi. Et tout ça forme un tout qui rend complexe les relations et l'implication. Alors, différents obstacles, on peut les nommer ou les mettre dans des catégories, par exemple, au plan organisationnel. Selon la structure, la dynamique familiale, ça peut être difficile. Les familles recomposées, monoparentales, etc., ça pose le problème parfois de gardiennage, de transport, de temps, évidemment. Au plan relationnel, les attitudes des intervenants, est-ce qu'on a une attitude d'ouverture, d'accueil envers les parents? Il y a des parents qui disent « Moi, je suis allé à l'école, puis je ne me sentais pas vraiment le bienvenu. » Alors, ça ne donne pas vraiment le goût de retourner. Au plan psychologique, quelles sont justement les attentes, les représentations de son rôle ou du rôle de l'enseignant? Alors, certains parents ne s'impliquent pas parce qu'ils pensent que ça ne fait pas partie de leur rôle. Ils ne veulent pas s'immiscer dans le rôle de l'enseignant. Ils ne veulent pas prendre sa place.
alors que l'enseignant trouve que le parent ne s'implique pas. Alors, donc, encore là, vous voyez, il faut comprendre pourquoi le parent s'implique ou ne s'implique pas. Ça nous aide à comprendre. Il y a aussi au plan individuel, selon l'âge de l'enfant, évidemment, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça va faire varier notre type d'implication. La trajectoire de vie aussi de l'enfant ou de la famille va venir influencer. Le lieu de résidence, au plan contextuel, si on vit en milieu urbain, rural, milieu favorisé, défavorisé, etc. Alors, vous voyez, c'est un ensemble de facteurs dans différents contextes qui amènent ou peut faciliter parfois, parce que là, j'ai plus donné des exemples de facteurs qui peuvent nuire, mais un même facteur peut aussi favoriser à certains égards. Alors, les parents sont habituellement moins motivés lorsqu'on les questionne. Ils sont moins motivés à collaborer s'ils ne croient pas que leur intervention va avoir un impact sur la réussite ou le développement de leur enfant. Donc, s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas vraiment faire de différence, bon, il y a plus de chances qu'ils ne s'impliquent pas ou ils s'impliquent moins. S'ils ne pensent pas détenir les connaissances ou les habiletés, donc si leur sentiment de compétence n'est pas très élevé, encore là, il y a des fortes chances qu'ils s'impliquent peu ou pas. S'ils ne reçoivent pas d'invitation, si on ne les invite pas à participer ou à s'impliquer, encore là, il y a des parents qui vont prendre les devants, qui vont téléphoner, qui vont dire « Moi, je veux aller dans la classe de mon enfant, mais c'est l'enseignante qui ne veut pas. » Mais d'une façon générale, c'est surtout lorsqu'on les invite qu'il y a plus de chances qu'ils s'impliquent ou qu'ils viennent. Encore le rôle parental, je passe par-dessus, j'en ai parlé juste précédemment. Et évidemment, le rapport que le parent a avec l'école. Il y a des parents qui, j'ai entendu dire, moi, juste d'entrer dans l'école, l'odeur de l'école, les poils me lèvent sur les bras parce que moi, j'ai vécu des choses difficiles lorsque j'étais moi-même élève et ça ne leur donne pas vraiment le goût d'aller à l'école. Quand on est familier avec le scolaire et qu'on aime ça, l'odeur du sac d'école, de la gomme effacée, ça sent bon, c'est le début de l'école, on est stimulé. Mais on ne pense pas qu'il y a des parents, ça fait tout l'effet inverse. Et la même chose, les parents qu'on téléphone ou qu'on contacte lorsqu'il y a un problème, c'est souvent à ce moment-là qu'on le fait, qu'on entre en communication avec les parents parce qu'on manque de temps, alors on y va quand c'est nécessaire. Alors, plusieurs parents ont compris, ils ont l'affichage, quand c'est l'école qui téléphone, on ne répond pas parce qu'on sait que c'est des mauvaises nouvelles. Alors, si on pouvait leur téléphoner pour leur en donner des bonnes nouvelles, ça pourrait aussi leur donner le goût de nous parler et peut-être de venir nous rencontrer. Donc, peu importe les conditions de vie des familles, le rapport qu'elles entretiennent avec l'école, les différences entre les familles, il faut quand même garder en tête, se donner un défi. Le défi d'arriver à rejoindre tous les parents. Il faut tenter de se donner les moyens, des stratégies pour se dire, c'est tous les parents que je souhaite qu'ils participent. Je tente de trouver une façon qu'il y ait une place pour chacun. Évidemment, on n'y arrivera pas nécessairement, mais il faut il faut se donner toutes les chances, finalement, que ça puisse fonctionner. Si, dès le départ, comme intervenant, on se dit, bon, c'est bien, telle famille, bien, en partant, ça risque de ne pas fonctionner, bien sûr. Et les conditions qui vont favoriser la collaboration école-famille, bien, comme je mentionnais, trouver des situations positives. Il y a plusieurs écoles, j'ai vu ces dernières années, qui se donnent des moyens, en faisant des activités qui n'ont aucun lien nécessairement avec le pédagogique. Un pique-nique, par exemple, les enfants mangent à l'heure du dîner avec les parents qui viennent avec leur lunch, puis c'est agréable, c'est tout. Ça permet de rencontrer le personnel scolaire. Des visites d'école sur le projet éducatif, des réalisations des enfants, mais pas nécessairement pour voir les progrès ou les difficultés de leur enfant. Alors, il y en a d'autres qui font des téléphones même, des téléphones pour donner des bonnes nouvelles aux parents en soirée. Alors, il faut trouver les moyens qui nous conviennent, bien sûr, mais tenter d'avoir des contacts positifs. Il faut tenter aussi d'autres défis. Il y en a de toutes sortes selon les milieux. Alors, il faut vraiment voir, selon nos contextes, qu'est-ce qui se rapporte à nous. Mais tenter de respecter les différences. Quand je dis ça peut être les différences culturelles, mais même chaque famille d'un même milieu est différente. Réduire les écarts culturels entre l'école et les familles, pas seulement au plan, quand on pense aux immigrants, mais culturel, parce que le rapport à l'école, l'importance ou la valorisation qu'on fait ou qu'on ne fait pas de l'école. Tenter de parler minimalement le même langage, alors ça, c'est souvent plus difficile et on a tendance parfois à oublier qu'on a un langage de spécialiste avec nos termes, mais il faut tenter d'utiliser un langage qui est accessible aux parents. De rejoindre les familles les plus vulnérables sans les faire sentir les plus vulnérables. Déjà qu'elles vivent des choses difficiles, comment on peut faire pour qu'elles sentent qu'elles ont une place, qu'elles ont une valeur? Il faut aussi penser à tout ce qui concerne les obstacles logistiques, de trouver une façon de contourner les difficultés de transport, en l'organisant peut-être du covoiturage, en offrant un service de garde, en regardant les heures où on fait les rencontres, si ça peut convenir, etc. Donc, donner la chance aux coureurs, faire confiance et donner confiance, que les parents aient confiance en nous, mais qu'on leur fasse confiance, bien sûr.
et trouver les bons prétextes pour apprivoiser certains contextes. Et dans le domaine de la santé, là, je parle beaucoup avec les enseignants, mais les autres intervenants ont peut-être cet avantage-là, c'est qu'on peut trouver des prétextes qui sont autres que scolaires pour faire venir les parents à l'école ou travailler avec les parents, et ça ouvre une porte ensuite pour aller plus loin, pour parler des difficultés de l'enfant, mais en passant en touchant un domaine qui est peut-être différent ou qui est moins menaçant pour eux. Alors, regardons quelques stratégies maintenant. Alors, comment? C'est la question, oui, mais dites-moi comment je vais le faire. Mais malheureusement, il n'y en a pas de recette. Il y a des ingrédients qui peuvent nous aider, mais il n'y a pas de recette miracle. Sinon, je l'aurais mise en marché, je ne serais pas ici aujourd'hui, je serais riche sûrement, sur une plage quelque part. Alors, il faut garder en tête, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que c'est d'abord une relation interpersonnelle entre deux ou plusieurs personnes et que ces personnes ont des buts ou des attentes, des perceptions diverses. Alors, c'est ce qui rend la chose complexe. Mais on a un point en commun, c'est l'élève ou l'enfant. Alors, il ne faut pas oublier qu'on travaille pour le même enfant. Finalement, on aime le même enfant et on veut qu'il fonctionne, qu'il se développe, qu'il réussisse. À partir du moment qu'on le dit aux parents, bien, le parent va peut-être nous voir comme moins menaçants ou comprendre qu'on veut travailler positivement avec lui. Il reste à voir comment par la suite. Mais collaborer, c'est d'abord une question d'attitude. On l'a mentionné un peu tout à l'heure aussi. Ça dépend, il faut donner confiance, il faut avoir confiance, mais il faut vraiment y croire. Est-ce qu'on veut vraiment travailler? Dans certains contextes, j'ai vu des intervenants, des enseignants qui le faisaient parce qu'il fallait qu'ils le fassent, parce que la direction mettait de la pression pour le faire, parce que, etc., etc. Mais si on ne le sent pas nécessairement ou véritablement, bien, ça va transparaître, hein, bien sûr. Alors, il faut tenter d'avoir le goût et de le montrer. D'être respectueux et ouvert, bien sûr, mais comme on l'a dit précédemment, effectivement, la confiance, c'est à la base. Comme habileté, il faut avoir les habiletés à écouter. Je vous dirais, quand j'étais directeur d'école, j'ai assisté à plusieurs rencontres parents-enseignants où j'étais plus neutre, hein, si on peut dire, et de voir des enseignants qui parlaient, parce qu'il y avait plein de choses intéressantes à dire, mais ils parlaient tellement, finalement, que c'était plus une façon de ne pas laisser de place aux parents, parce que c'est menaçant, un parent, quand ça nous remet en question. Alors, bon, c'est anecdotique un peu quand même, mais c'est pour dire que, et encore là, on manque de temps. Alors, il faut tout dire rapidement. Mais est-ce qu'on laisse une place aux parents pour s'exprimer? Est-ce qu'on est prêt à l'écouter ou est-ce qu'on est prêt à entendre ce qu'il a à nous dire, que ça fasse notre affaire ou pas? Ça ne veut pas dire qu'il a raison non plus, mais de l'écouter, ça nous permet de le comprendre et peut-être de tenter de réajuster la suite des choses. Donc, l'habileté à écouter, elle est primordiale. Il faut être capable, évidemment, de s'exprimer clairement, de façon adaptée aux parents. La capacité d'entrer en relation, donc, ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on est nécessairement habile à entrer en relation avec les parents. Il y a plusieurs enseignants qui m'ont dit qu'ils étaient, eux, formés et très à l'aise avec les jeunes enfants, mais les parents, c'est autre chose. D'ailleurs, quand je parle je donne cet exemple, j'ai toujours en tête une enseignante. J'étais arrivé dans une école, une enseignante de 25 années d'expérience, hyper bonne, compétente, aimée des parents et tout, mais elle, la rencontre de parents en début d'année, là, je crois que j'entendais ses jambes claquer de mon bureau. C'était très difficile pour elle, mais ça n'enlevait pas ses qualités, mais avec les parents, c'était difficile. Et évidemment, l'habileté à résoudre des conflits parce que c'est inévitable, il va y en avoir des conflits. Parfois, c'est mineur, parfois, c'est majeur, mais ça fait partie de la réalité, finalement, des relations. La collaboration, c'est aussi une question de connaissance, parce que malgré tout, on a besoin de connaître. Connaître quoi? Bien, se connaître soi. Hein? Quelles sont mes forces, mes limites? Mes valeurs, nos valeurs, on est confronté à ça rapidement. On ne s'en rend pas compte comment on a été éduqué, comment nos parents, qu'est-ce qu'ils ont mis en priorité, etc. Mais quand on fait face aux autres familles, on est confronté très rapidement à nos valeurs, à nos préjugés. Donc, il faut être capable d'aller au-delà de ça, mais il faut d'abord les reconnaître. Connaître l'enfant, plus on peut avoir des informations sur l'enfant auprès duquel on intervient, bien sûr, on peut s'ajuster. Connaître le parent aussi, comme je l'ai mentionné. Le contexte qui est important parce que j'ai vu aussi des intervenants qui interviennent, c'est bien, hein, dans un milieu, mais un milieu qu'ils connaissent peu. Et à ce moment-là, quand on le connaît moins, le milieu, bien, on n'est pas à même de comprendre les nuances. Peut-être qu'il y a eu des événements qui se sont produits récemment ou d'une façon plus lointaine et qui a une influence dans le vécu de ces personnes. Alors, d'être capable de comprendre, de ressentir, mais de connaître aussi c'est quoi la vie de ces gens-là. Je connais encore des enseignants qui sont dans certains milieux, ils ne connaissent pas les ressources du milieu parce qu'ils n'habitent pas dans le secteur. Alors, ils ne peuvent même pas suggérer ou recommander aux parents d'aller utiliser telle ressource, d'aller consulter telle personne, de trouver de l'aide à l'extérieur de l'école. Ils ne connaissent pas les ressources parce qu'ils n'habitent pas ce lieu. Donc, c'est important de mieux connaître ou de bien connaître le contexte. Et finalement, connaître sa profession, bien sûr, ça va nous donner une base importante.
J'arrive maintenant à 3 ingrédients qui sont importants aussi pour l'implication parentale. Le parent va s'impliquer selon, d'abord, les motivations personnelles qu'il peut avoir. Je l'ai mentionné tout à l'heure, son sentiment de compétence. S'il se sent compétent, qu'il pense que ça fait partie de son rôle, dites-vous, il y a plus de chances de s'impliquer. Alors, vous voyez bien, hein, vous devez vous poser la question, comment le parent se sent compétent pour ce que je lui demande de faire, par exemple? Est-ce qu'il voit que ça fait partie de son rôle? Est-ce que je l'ai ensuite les invitations à participer? Est-ce qu'on l'a invité, mais qui l'a invité? Ça peut être l'organisme, ça peut être l'école, ça peut être votre patron, ça peut être vous-même, ça peut être l'enfant. Alors souvent, plusieurs intervenants qui ont compris quand on passe par l'enfant, c'est gagnant, parce que l'enfant qui demande à son parent de venir, d'assister, il y a plus de chances que le parent vienne parfois. Parfois. Il faut trouver les bonnes stratégies. Et le contexte, est-ce que les connaissances et les habiletés du parent, il les a pour pouvoir participer ou s'impliquer? Est-ce qu'il a le temps et l'énergie? Est-ce que ça fait partie de sa culture familiale et de sa représentation qu'il en a? Donc, ces 3 éléments ou ingrédients vont influencer positivement ou négativement l'implication du parent. Ça devrait être les premières questions qu'on se pose lorsqu'on se demande si le parent s'implique ou pourquoi le parent ne s'implique pas. Bien, c'est peut-être parce que finalement, il pense qu'il n'est pas capable, puis il ne veut pas. Ordinairement, quand on n'est pas capable de faire quelque chose, c'est moins tentant d'y aller. On ne veut pas faire rire de soi non plus. Alors, le parent, il va se poser la question, est-ce que je suis capable? Est-ce que ma participation est attendue et nécessaire? Est-ce que j'ai le goût de participer également? Et est-ce que j'ai le temps et les connaissances pour le faire? Rapidement, je voulais juste vous montrer aussi quelque chose à mettre en évidence. Ça peut paraître anodin, mais de travailler avec le parent plutôt que pour le parent. Dans une approche de type compensatoire où on tente d'aider, de compenser les difficultés ou les manques du parent, alors on fait les choses parfois à la place du parent. Finalement, c'est un peu comme lui donner le poisson plutôt que lui montrer à pêcher. Alors qu'on devrait justement plutôt l'accompagner, l'aider à développer ses ressources. Et on va plus parler à ce moment-là de s'inscrire dans une approche participative où on va travailler donc avec le parent. Nous sommes côte à côte et on veut avancer ensemble. Il a des compétences, j'ai des compétences et je vais l'aider à continuer d'améliorer ou de développer ses compétences, plutôt que de compenser ce qu'il n'a pas, puis je m'en occupe, je suis l'expert. Alors, vous voyez, c'est de passer d'un autre paradigme d'intervention. Alors, ça se fait de plus en plus, mais parfois, on l'oublie ou on a le réflexe de l'expert qui sait comment faire et qui fait à la place du parent ou dit comment faire. Et bien sûr, il y a des parents qui nous demandent, hein, « Dites-moi comment faire, je vais le faire », mais il faut faire attention et éviter de ne pas tomber dans ce piège. Justement, parlant de pièges, alors, des pièges à éviter, il y a entre autres le piège de la culpabilité. Il faut tenter de s'arranger pour pas que le parent se sente coupable ou incompétent, ou parce qu'on est l'expert ou parce qu'il n'a pas fait comme il aurait dû faire, etc. L'utilisation du langage spécialisé, non compris par le parent, je l'ai entendu à maintes reprises. Le parent qui se sent comme pas trop bon, pas trop compétent, plutôt ignorant, parce qu'il ne comprend pas le langage que les intervenants utilisent. Parfois aussi, c'est seulement au langage, parfois c'est dans les gestes aussi, les paroles, je veux dire les gestes aussi qui vont accompagner les paroles. Il y a aussi l'aspect administratif, ça aussi, on l'a mentionné ce matin. Alors, dans le fond, tous les empêchements que l'on a à cause de l'organisation scolaire, par exemple, qui fait qu'on laisse le parent sans soutien parce que les ressources, soit qu'on ne les a pas, soit qu'on se dit « c'est pas à moi, c'est pas mon rôle, c'est un autre intervenant », et finalement, le parent reste seul avec son problème. Ou au contraire, on donne justement des faux espoirs. Oui, oui, on va vous aider, il y a des ressources qui existent, mais finalement, après 1 an, on sait ce que c'est pas évident non plus. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des limites, mais il faut tenter, il faut ne pas laisser le parent seul malgré tout. Il faut tenter de le soutenir ou de faire à la limite le premier contact ou de s'assurer pour qu'il ne reste pas seul une fois qu'il nous a quittés, qu'il y a une autre personne qui puisse prendre le relais. Je veux maintenant juste brièvement vous présenter un modèle de planification de la collaboration. Parce que qui dit planification dit, bien, j'ai plus de chances de le faire parce que je l'ai planifié, j'y ai pensé. Alors que lorsqu'on improvise, ceux qui disent, oui, oui, je vais en faire de la collaboration cette année, là, j'implique les parents, bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais il y a plus de chances qu'on passe à côté parce que le quotidien nous rattrape, on manque de temps. Alors, tout d'abord, c'est d'identifier des pratiques de collaboration qui sont réelles, qui sont existantes. Quand j'accompagne des écoles, je leur pose cette question-là dès le départ. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos exemples que vous pourriez me donner de pratiques de collaboration ou d'implication parentale? Et je suis toujours surpris de constater à quel point les écoles, parfois, ne se connaissent pas ou ne prennent pas conscience de tout ce qu'elles font. Souvent, on oublie de mentionner des pratiques. Et c'est en discutant que bien, vous n'aviez pas mentionné cet exemple-là tout à l'heure. Alors, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait.
Alors, mais on voit souvent ce qu'on ne fait pas. Donc, de prendre le temps de dresser un portrait des pratiques réelles, puis ensuite de regarder les pratiques potentielles, celles qu'on souhaiterait mettre en application et pourquoi on voudrait les mettre en application. Une fois qu'on a une idée de ça, on pourrait passer à la deuxième étape, qui est l'identification des besoins, des intérêts, des forces, des faiblesses, des contraintes, des priorités, et ça de tous les acteurs concernés. Donc, des élèves, des parents, des enseignants, de la direction, enfin, des gens de la communauté. Donc, tous ceux qui sont concernés par l'implication ou la collaboration qu'on veut développer. Quel est le portrait de la situation? Parce que parfois, les intérêts, les motivations, les besoins sont les mêmes, et parfois, ils ne sont pas les mêmes. Et quand c'est incompatible, on peut comprendre pourquoi on n'arrive pas à bien collaborer. C'est parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs ou les mêmes besoins. Une fois qu'on a dressé le portrait, bien, on peut ensuite établir un certain nombre d'objectifs. Là, ici, je mets comme 4 catégories d'objectifs, mais évidemment, il ne faut pas en mettre trop. C'est mieux moins que trop parce qu'on risque de passer à côté des objectifs, justement. Mais on peut penser à des catégories. Par exemple, en lien avec l'école en général, la collaboration au sein de l'école. Ça pourrait être aussi plus ciblé en lien avec les apprentissages, parce qu'il reste que la réussite scolaire occupe une place importante. Ça peut être aussi en ce qui concerne les comportements des enfants, des élèves ou des parents, et tout autre sujet de collaboration que l'on veut développer. Mais inévitablement, je vous dirais, à partir du moment qu'on travaille un aspect, ça nous entraîne vers d'autres. J'ai travaillé avec une école, par exemple. Eux, ils m'avaient demandé de les accompagner pour les aider dans le bénévolat. Ils me disaient, nous, on est dans un milieu défavorisé. Ce qui est positif, les parents viennent facilement à l'école, ils n'ont pas peur de l'école, et ils se sentent en confiance. Sauf que lorsqu'ils viennent nous aider, ça pose problème. Souvent, ils font les choses pas à notre satisfaction, et ça nous cause plus d'ennui que d'aide. Alors, on a moins le goût de les inviter, mais en même temps, on veut les inviter, on veut qu'ils s'impliquent. Et finalement, en parlant avec eux, mais on se rendait compte qu'ils avaient peu d'accompagnement. Les parents étaient plus laissés à eux-mêmes. Alors, on pouvait comprendre pourquoi les parents ne faisaient peut-être pas bien les choses ou pas la satisfaction de l'école. Et est-ce que ça veut dire que, parce qu'ils ne font pas la satisfaction de l'école, que ce n'est pas correct? C'est peut-être qu'ils ont des idées aussi qu'on devrait prendre en compte. Alors, vous voyez, mais d'aborder ce sujet-là nous a amené à questionner d'autres pratiques, la communication, par exemple, les rencontres à l'école, etc. Et c'est pourquoi que les objectifs, c'est plus facile d'en ajouter que d'en réduire, mais il faut faire attention, parce que, comme je vous dis, on peut passer à côté facilement. À partir du moment qu'on a identifié nos objectifs, on peut se questionner sur les stratégies, les moyens que l'on va mettre en place pour y parvenir. Mais il faut, et surtout, ne pas oublier la dernière étape, qui est celle qui est la plus souvent escamotée, tout ce qui concerne l'évaluation et les réajustements. Et ça, il faut y penser dès le départ, dans la planification. Parce que qu'est-ce qu'on voit très souvent, c'est oui, on est satisfait, on a aimé, c'était utile, mais est-ce qu'on a réellement atteint nos objectifs? Très souvent, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas pris le temps soit de penser aux outils qu'on va utiliser, ou soit qu'on n'a pas non plus eu le temps, parce qu'on a manqué de temps, donc on n'a pas vraiment évalué. Mais c'est assez essentiel si on veut se réajuster pour plus tard. Donc, des avantages pour les intervenants de la santé ou de la communauté, c'est que parfois, ils peuvent être moins menaçants que pour les parents et les enfants que les intervenants scolaires, comme les enseignants. Parce que justement, on parle d'un sujet qui est autre que la réussite du français et des maths, par exemple. Alors, ça peut être une porte d'entrée intéressante. Ils peuvent aussi répondre à d'autres besoins des parents ou des enfants que le milieu scolaire, que les enseignants ne pourront pas répondre. Alors, c'est aussi, ça peut combler d'autres besoins. Ils peuvent contribuer aussi directement ou indirectement au développement et aux apprentissages de l'enfant, parce que l'enfant, on pense à son développement global, hein, au final. Alors, c'est toujours le même enfant auprès duquel on travaille. Il y a quand même quelques désavantages auxquels on peut penser. Ils peuvent être parfois moins signifiants pour les parents, du fait qu'ils sont plus extérieurs à l'école, moins connus. Alors, le lien, vous voyez que le lien de confiance et relationnel n'est pas établi au départ nécessairement. Ils peuvent aussi déranger parfois la vie scolaire, le travail de l'enseignant. Alors, vous le savez sûrement, parmi vous, il y en a qui sont arrivés dans des classes ou dans des écoles, puis, ah oui, là, ça vient chambarder notre horaire à l'école, et là, vous n'êtes pas les bienvenus. Alors, vous voyez que toute la nécessité de collaborer, de se concerter avec les intervenants scolaires, ça fait partie aussi de la réussite. Ils peuvent aussi parfois déstabiliser les parents ou les enfants si leurs actions ne sont pas suffisamment coordonnées avec celles des autres intervenants, parce que le parent ne sait plus là, qui écouter. Est-ce que c'est l'enseignant à l'école? Est-ce que c'est les autres intervenants? Peu importe la catégorie. Alors, d'où encore là l'intérêt et la nécessité de travailler en collaboration. Mais l'éducation à la santé de l'enfant, c'est quand même 2 champs d'intervention qui sont abordés par les intervenants de l'école. Dans les écoles, on travaille ces sujets de santé et de développement depuis longtemps. Alors, c'est quand même un sujet, une porte d'entrée facile parce que les enseignants, habituellement, sont quand même ouverts et veulent que l'enfant se développe le mieux possible. Donc, ce sont des sujets qui peuvent favoriser la collaboration à ce moment-là.
Donc, ils ne sont pas exclusifs, justement, à l'école ou aux autres intervenants. Et l'activité physique et l'alimentation, en plus, sont majoritairement les deux sujets qui sont perçus par les parents ou les deux dimensions qui sont perçues par eux comme étant assez importants lorsqu'on parle de santé. Quand on les questionne, c'est quoi les dimensions à prendre en compte au plan de la santé de votre enfant? Bien, justement, l'activité physique et l'alimentation reviennent en tête de liste. Il y a une étude aussi qui a montré que les pères vont très souvent ou plus souvent avoir une influence sur les pratiques d'activité physique, tandis que les mères sur les habitudes alimentaires. Alors, ça peut faire partie de vos stratégies. Quand on veut faire impliquer davantage les papas, bien peut-être de penser à ça, ça peut nous aider. Évidemment, il ne faut pas s'enfermer dans des stéréotypes non plus, mais il reste que ça peut être une porte d'entrée pour une première démarche. Et évidemment aussi, c'est plus important au niveau du primaire. Plus l'enfant vieillit, plus ça devient difficile. Puis en même temps, c'est normal parce que l'enfant veut avoir une certaine autonomie. Donc, pour répondre à ses besoins, il faut que les parents gardent une certaine distance également. Alors, il faut tenter, si on veut collaborer tout le monde ensemble, d'identifier nos points communs, nos liens naturels, les forces que l'on a, comment on peut les mettre ensemble pour vraiment maximiser la collaboration, la continuité entre les services, entre les intervenants, parce que comme je le mentionnais, il s'agit toujours des mêmes enfants et des mêmes familles. Alors, en conclusion, je vous dirais que la collaboration école-famille-communauté, l'implication parentale, c'est complexe. Alors, si on garde ça en tête, ça veut dire que ça ne sera pas facile. Et on l'a mentionné tout à l'heure, ça prend du temps. C'est quelque chose, on doit investir et évidemment, si on a une certaine stabilité dans les personnels, ça facilite aussi parce que les relations peuvent, d'année en année ou mois après mois, mieux prendre forme et se développer. En même temps, les effets directs ou indirects de la collaboration école-famille-communauté ou de l'implication parentale sont multidimensionnels. Alors, on ne sait pas toujours quel impact on a lorsqu'on travaille avec l'enfant et sa famille, mais il reste qu'on peut avoir plusieurs impacts. Mais ils sont difficiles à mesurer et c'est une des grandes limites des recherches sur le sujet, c'est qu'au plan méthodologique, très souvent, on n'a pas toujours les moyens de s'assurer de dire que c'est un lien de causalité. Très rarement, on arrive à le faire. La dynamique relationnelle aussi qui va se créer entre l'école, la famille et la communauté, bien, il faut garder en tête aussi que c'est une relation unique. Même s'il y a des ressemblances, bien, elle évolue aussi de façon unique. Et parfois, on pense que ça va être difficile ou qu'on n'y arrivera pas, puis il y a un événement qui survient, et oups, on sent qu'il y a une ouverture de la part des parents, une plus grande écoute. Et dans d'autres cas, c'est l'inverse, une relation qui est assez stable, assez positive, il se passe un événement, et oups, là, on sent que les parents, on n'a plus tout à fait leur confiance. Alors, c'est fragile, mais ça évolue continuellement. Il importe donc de proposer des activités d'implication parentale qui sont le plus possible différenciées pour tenter de rejoindre toutes les familles selon leurs besoins, selon leur contexte, selon les difficultés. On parle beaucoup de la conciliation travail-famille. Moi, je vais plus loin. Je dis que c'est important de parler de conciliation école-famille-communauté. Vous voyez les flèches bidirectionnelles. Bidirectionnelles parce que c'est une responsabilité qui est partagée. L'école, je dirais, elle détient une responsabilité assez importante parce qu'elle peut initier des relations de collaboration avec les parents. Mais ce n'est pas elle qui détient la seule responsabilité. Les parents ont aussi la responsabilité de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mieux aider les intervenants scolaires à jouer leur rôle ou les autres intervenants? Donc, c'est pourquoi c'est complexe, mais c'est une responsabilité qui appartient à plusieurs et si chacun veut vraiment y contribuer, il y a possibilité de faire quelque chose. Mais seulement de parler de conciliation travail-famille, ce n'est pas suffisant parce que, à part du travail et de la famille, il y a beaucoup d'autres dimensions à prendre en compte et c'est la réalité des familles d'aujourd'hui. Et en terminant, je dirais qu'ultimement, l'implication des parents ne peut pas être plus grande que la place qu'on va laisser ou que les intervenants vont laisser aux parents. Si on ne leur laisse pas suffisamment de place, les parents vont avoir de la difficulté à en prendre la place. Mais en même temps, même si on leur laisse de la place, ça ne garantit pas tout. C'est la place que les parents veulent bien prendre qui va faire la différence. Je pense toujours, quand je donne cet exemple-là aussi, aux papa, maman de jeunes poupons, par exemple. Parfois, on voit la maman qui a tendance à s'occuper beaucoup du bébé, puis il laisse peu de place à papa, puis papa, bien, il voudrait, mais il se sent peut-être malhabile. Alors, ce n'est pas toujours parfait, la relation, ou comment chacun va jouer son rôle, mais si la maman ne donne pas la chance au papa de jouer son rôle, bien, il y a des chances que le papa reste plus à l'écart et finalement ne prenne pas toute la place qui lui revient ou qu'il devrait prendre. Alors, c'est pourquoi il faut vraiment s'ouvrir aux autres acteurs, aux autres partenaires et tenter de faire confiance et de créer des liens qui seront les plus positifs à court, moyen et long terme. Voilà.